merci Alice pour cette présentation généreuse, trop généreuse certainement. Merci à Violaine et Alice pour leur invitation. Alors, le sujet dont j'ai choisi de vous entretenir aujourd'hui est le droit dans Pantagruel. À vrai dire, je ne sais pas si cet intitulé pourrait être choisi tel quel pour un sujet de leçon. Je suis même presque sûr que non, parce qu'il impliquerait peut-être trop de considérations extérieures au texte, trop de mise au point en histoire du droit, qui excéderait le cadre du concours, à la fois pour les candidats et pour les examinateurs. Donc peut-être que même les examinateurs seraient en danger devant ce sujet. En somme, je ne sais pas si ma contribution sera vraiment une leçon au sens strict, et je tiens à m'en excuser par avance auprès des organisatrices. Pour autant, des sujets comme la justice, les procès, Paris, autant que des études littéraires éventuelles sur le prologue, le jeune âge de Pantagruel, la librairie de Saint-Victor, la lettre paternelle, la controverse entre Besque et Humven, voire la disputation avec Thomas, comme on le verra, tous ces sujets engagent des considérations sur les savoirs juridiques de Rabelais, et plus généralement, une compréhension du livre comme fiction juridique, fiction de droit, fiction du droit. Le sujet m'a paru d'autant plus intéressant qu'il est assez négligé, étonnamment, par la critique, alors que c'est une entrée majeure pour comprendre l'œuvre, particulièrement, et ce sera mon point de vue, si l'on se place du point de vue des lecteurs du temps. Comme on le verra, Rabelais écrit pour des juristes, en connivence avec des juristes, contre d'autres juristes. Il présuppose chez son lecteur des compétences juridiques. Étonnamment, mais finalement la chose n'est pas si étonnante, le droit n'a pas attiré majoritairement les travaux critiques. Le livre de Nardi sur Rabelais le droit romain est utile mais ancien. Les articles recensés par Nicolas dans cette très utile bibliographie d'agrégation, en particulier celui de Barbara Bowen, intéressant, ne sont pas nombreux sur le sujet. Une exception notable, et je vous la recommande, le chapitre sur le rire juridique dans le Rabelais de Michael Scritch, absolument remarquable, et je vous invite à le lire. Le problème est qu'un sujet comme le droit dans Pantagruel nécessite, et c'est tout l'enjeu de ce que j'appellerai par la suite, avec d'autres, l'humanisme juridique, ce sujet nécessite de jouer le jeu de l'érudition, et d'une érudition qu'on dirait aujourd'hui pluridisciplinaire. J'en donnerai un exemple précis dans ma présentation sur un titre de la bibliothèque Saint-Victor. C'est en tout cas certainement ce qui a découragé les bonnes volontés, même chez les spécialistes. Nous ne lisons plus, nous, littéraires, ni Budet, ni la glose d'Accurs, ni Bartholdi, ni même le digeste. C'est pourtant vers ces textes que pointe le doigt moqueur et le texte de Rabelais. Je vous dis le droit, donc je viens désormais au traitement du sujet, mais à la Renaissance, on parle aussi des deux droits. En latin, utrumque ius. Doctor utriusque iuris, docteur dans les deux droits, c'est le titre de Maître Piloty Racdenari, le juriste Gripsou, au nom de Racketer, spécialiste de la glose d'Accurs dans la librairie de Saint-Victor, c'est ce que vous avez à l'écran. Docteur dans les deux droits. Deux droits donc, et ce sera ma première mise au point en guise d'introduction. À l'époque de Rabelais, on peut étudier les deux droits. Le droit civil, qui régit la société civile, et le droit canon, qui régit l'Église. Ce sont deux domaines distincts. Ils ne sont pas enseignés dans les mêmes facultés, voire dans les mêmes villes. Au chapitre 5, le tour des universités de Pantagruel, qui, je cite, voulait étudier en loi, évoque pour la plupart des universités qui comportent les deux facultés, de droit civil et de droit canon. Mais ce n'est pas le cas à Paris ensuite, et ça c'est capital. Vous savez que Pantagruel arrive à Paris. Or, depuis 1219, le droit civil, et dès lors l'étude du droit romain, y était interdit. Depuis la décrétale, ou une décrétale d'Honorius III. Donc, pas de droit civil à Paris jusqu'en 1679. C'est notamment la raison pour laquelle, au chapitre 10, lorsque Pantagruel brille
en nouveau pic de la Mirandole devant toute la ville, en disputant avec orateurs, artiens, théologiens. Les seuls spécialistes de droit qui soient présents sont des canonistes. Et le texte le dit très bien, des canonistes. Ces mêmes canonistes qui sont invoqués par Bescu, comme disent les canonistes. Paris est donc la capitale française du droit canon, et Rabelais y précipite son personnage principal, qui s'y montre expert en résolution d'un conflit qui relève, à supposer qu'on comprenne de quoi il s'agit, mais Pantagruel semble comprendre de quoi il s'agit entre Bescu et Humven, relève du droit civil. De fait, Bescu et Humven ne sont pas des ecclésiastiques. De fait, son père Gargantua, donc ça c'est dans la fameuse lettre que vous avez tous lue, Gargantua intime à son fils de savoir, je cite, par cœur, les beaux textes du droit civil. Rien donc sur le droit canon. L'opposition est importante. Donc ça c'est le passage de la lettre que j'ai souligné. L'opposition est importante car à l'époque de Rabelais est celle d'un grand mouvement de réformation de l'étude du droit, engagé au XVe siècle en Italie et florissant à l'époque de Guillaume Budet, dont je reparlerai, en France, qui entend renouveler les études juridiques par le recours à ce que nous appelons les sciences humaines, et que Rabelais, après d'autres, après Budet entre autres, nomme les bonnes lettres ou les lettres d'humanité. Cela passe notamment par l'étude du droit romain, du droit civil romain, dans les compilations justiniennes du VIe siècle, qui forment ce qu'on appelle encore aujourd'hui le Corpus Juris Civilis. Ces anthologies ont été constituées sous la direction de Tribonien, le premier ministre de Justinien, à partir des textes de l'Ancien Droit. Donc, il résume, pour ainsi dire, une dizaine de siècles de droit romain, depuis la loi des 12 tables jusqu'au texte des jurisconsultes des 2e et 3e siècles de notre ère. Juristes comme Papinien, Ulpien, Paul, Modestin, Gaius. Les deux premiers, Papinien et Ulpien, sont cités dans Pantagruel. Papinien est dans la lettre de Gargantua, le représentant de l'âge d'or du droit romain pour Gargantua, qui dit notre époque est désormais une grande époque d'études, elle est meilleure que celle de Platon, c'est l'Athènes de Platon, elle est meilleure que celle de Cicéron, c'est la Rome de la République, et elle est plus grande que celle de Papinien, c'est donc la grande époque du droit romain, 2e, 3e. Ulpien, par ailleurs, est cité sur l'origine du droit par Pantagruel au chapitre 10. Bref, ce corpus de droit civil, bien que sa formalisation date de la fin de l'Antiquité, a le monopole de la latinité vénérable, le cachet de l'antiquaille, et j'y reviendrai. L'opposition avec le corpus de droit canonique, qui sera formalisé seulement en 1582, est évidente, car les textes qui composent le corpus de droit canonique sont de facture, quant à eux, médiévale. Ils sont réalisés à partir du XIIe siècle. Ils sont, comme dirait Valla ou Pantagruel, gothiques. Décret de Gratien, Décrétal, Sexte, Clémentine, Extravagante de Jean 22. Je vous renvoie au quart-livre et à Omnase pour ces textes de droit canonique. Ces collections n'intéressent qu'assez peu les humanistes, en tout cas moins que le reste et assez peu les humanistes que lit Rabelais. En tout cas, moins que les Pandectes, ou le Code. Chez Rabelais, leurs titres ont pu inspirer les burlesques Pantofla Decretorum, dans la librairie Saint-Victor, Decretum super gorgiasitate muliarcularum ad placitum, les décrets sur la gorgiasité des petites femmes à plaisir, ou Decretotarium Scholarium. Tous ces titres rappellent des titres qui sont proches des titres de référence du droit canonique. La fiction juridique de Rabelais, donc, avec le géant Pantagruel qui arrive à Paris, c'est en somme la revanche comique de l'humanisme juridique, je reviendrai sur l'expression, et donc aussi du droit civil dans sa légitimité philologique, revanche d'un droit humaniste sur les lieux même du pouvoir canonique. C'est la continuation de la bataille du Parisien Guillaume Budet, par d'autres moyens, ceux de la fiction comique, dans une capitale divisée entre d'un côté les facultés dominantes de droit canon et de théologie, et de l'autre côté, la fine fleur de ce qu'on appelle la manière française nouvelle de pratiquer et d'étudier le droit. Alors, je n'insiste pas sur les enjeux biographiques. Rabelais lui-même dut étudier le droit civil, peut-être à l'université, mais nous ne savons pas s'il fut à Poitiers, à Angers, à Orléans.
ou hors de l'université. Dans ses épigrammes de 1536, le poète Jean Visager, c'est ce que vous avez à l'écran, publie ce distique adressé à Sèvres, que ce soit Maurice Sèvres ou son cousin Guillaume. Je traduis: tu veux savoir ce que je pense du droit civil, Sèvres? Précisément ce que notre Rabelais en dit. Bref, que le clin d'œil soit sérieux ou facétieux, il est reconnu une compétence de droit civil à Rabelais. Pour mener la bataille ludéenne sur le terrain de la fiction en français, Rabelais peut s'appuyer aussi sur toute une tradition comique qu'il renouvelle. Sotie, farce, patra, autant de genres ou de sous-genres vernaculaires où chicanes et procès donnaient matière à rire. Rabelais rend les ressorts de ces textes français compatibles avec la grande entreprise humaniste menée en latin et en grec par ses contemporains Budé, More, Erasme, Alcia, mais aussi ses amis Amaury Bouchard, André Tiraco, et avant eux, les juristes Valla et Policien. Le droit est donc un terrain d'étude particulièrement intéressant pour étudier l'une des caractéristiques les plus importantes et les plus novatrices de Pantagruel, et de manière générale de toute l'œuvre de Rabelais, les noces comiques des traditions humanistes et des traditions vernaculaires, dans un livre qui fait de leur rencontre un feu d'artifice littéraire d'un nouveau genre. L'enjeu sera donc non seulement de ressaisir le contexte historique de l'humanisme juridique, mais aussi et surtout de voir la façon très singulière dont Rabelais, par la fiction, offre à ce mouvement latin une excroissance, un déploiement, une caisse de résonance comique en français. Non sans revivifier toute une tradition textuelle vernaculaire, Léon, Coquillard, la phase de Maître Patelin, les sottis, le fatras. Voilà, alors c'est ce que j'aimerais montrer, c'est pour ainsi dire, comme vous avez l'habitude de le dire, ma problématique, mon projet de lecture. Et par avance, je ne pourrais traiter que le versant véritablement humaniste. Pour la tradition vernaculaire, je renvoie au livre de l'excellent Nicolas Lecadet, Rabelais Théâtre. Alors, pour me rappeler ma jeunesse, j'ai fait un plan en 3 parties. On vous demande de le faire, mais ensuite, plus personne ne le fait, et on a bien raison. Donc, voici mon plan en 3 parties. Rabelais, Raclay et les autres, une connivence de juristes, première partie. Deuxième partie, Budé en habit de comédie, Braguetta juriste. Troisième partie, la fiction de droit, 4 écoles en matière d'interprétation. Et je vais aller vite, oui. Pourriez-vous rappeler votre problématique? Oui, alors, j'aurais rien dû dire sur la problématique. Alors, ma problématique est la suivante. Le droit dans Pantagruel fait du Budé monter avec Villon et Patelin sur les tréteaux pour réinventer la langue française et la question de l'interprétation. Voilà. Je ne sais pas si ça s'apparente à une problématique, mais ce sera la mienne. Bon, alors, première partie, je vais aller plus vite. Pantagruel est une fiction juridique. On y assiste à des procès, on y résout des cas perplexes. Le personnage principal a étudié le droit avant d'arriver à Paris, où il étudie, notez-le, désormais, les arts libéraux. Il est un nouveau Salomon dans l'affaire Besque-Humven. Il fait la rencontre de Panurge, un chicanier par excellence, lui-même grand poursuiteur. Son flux de bourse, nous apprend le chapitre 17, s'explique en partie parce qu'il s'est ruiné en procès. Procès contre les demoiselles de la ville et leurs nouveaux collègues qui cachent trop leur poitrine, qui rappelle un des titres de Saint-Victor que j'ai mentionné tout à l'heure, la gorgeosité des petites femmes albanaises. Procès contre Maître Fifi et ses suppôts. Maître Fifi était, semble-t-il, le nom du patron des vidangeurs de puits ou de fosses d'aisance. Procès contre les mules des présidents et conseillers. Panurge hante le palais de la cité où il joue de mauvais tours. Or, il y cite le juriste Bartol. Bref, Pantagruel et Panurge sont les deux faces d'une même compétence juridique, d'une même pratique juridique pour le meilleur et pour le pire. Le second, pour ainsi dire, est l'âme damnée du premier, et son pendant burlesque aussi en matière de droit. À plusieurs reprises est mentionné dans Pantagruel le palais, à savoir le lieu des tribunaux parisiens, le lieu des instances judiciaires à Paris. Quand Pantagruel arrive à Paris, au chapitre 7, les Parisiens craignent qu'il emporte, je cite, le palais ailleurs, en quelques pays arémotis. Est-ce que ce sera mieux avec l'autre? Ah oui, pour la vidéo, il faut que je parle de... Il n'y a pas de micro-cravate par hasard? Il ne marche pas? Peut-être essayer avec celui-là. Est-ce que... Je vais essayer avec celui-là peut-être. C'est la faute de la problématique. Oui, c'est mieux. Alors, merci.
Alors oui, dans les chroniques, Garantia avait emporté les cloches, et ce que vous dit Rabelais, c'est que là, la crainte est que Pantagruel emporte le palais. Et le palais est en face de Notre-Dame. Si vous connaissez l'île de la Cité, vous voyez où c'est. Bref, je passe plus vite. Rabelais écrit pour des lecteurs frottés de droit, capables de sourire à la lecture du répertoire de Saint-Victor, au clin d'œil budéen et aux allusions à l'utopie de Thomas More, juriste, lui aussi. Plus encore, Rabelais ne craint pas de citer aussi ses propres amis juristes et leur donner ainsi droit de citer dans sa fiction. Notamment, je cite le docte Tiraco et le savant seigneur Dudoué, à savoir Brillant de Vallée, le personnage qui impose Pantagruel pour sortir de l'impasse d'Escu Umven. Dès 1524, Rabelais, jeune franciscain, était apparu dans la réédition du livre de Tiraco sur les lois du mariage. Il avait rédigé, pour l'occasion, ainsi un grec, campant Tiraco en nouveau Platon, que vous avez en haut à droite. Le traité de Tiraco s'ouvrait par une lettre aux gens studieux où Tiraco défend le renouveau humaniste de la pratique du droit, dans la lignée de Budé et avec ces mots, dont on retrouve, on le verra, la teneur dans Pantagruel. Arrivé à Lyon, en 1532, le premier livre édité par Rabelais est le second tome des lettres médicales de Giovanni Manardo, médecin italien, qui s'ouvre sur une préface au même Tiraco, qui rejoue encore et toujours les mêmes motifs de l'humanisme philologique. Ensuite, en septembre 1532, à quelques semaines peut-être de la parution de Pantagruel, Rabelais réédite deux faux documents juridiques, le testament de Cuspidius et le contrat de vente. On a toujours pensé que ces deux textes latins, Rabelais les avait réédités en étant dupe de leur caractère apocryphe. Il n'en est rien. Grâce à Claude La Charité, on sait désormais que l'épître dédicatoire du recueil, adressé à un autre de ses amis juristes, Amaury Bouchard, donne à mot couvert la clé du canular. Rabelais savait que ces deux textes étaient des faux et il les réédite en connaissance de cause. Rabelais s'est plu à diffuser ces faux documents antiques, bien dignes de concurrencer, en latin, les multiples testaments comiques de la tradition vernaculaire, par exemple Villon. Cet Amaury Bouchard s'était occupé en 1525 de reconstituer les instituts de Gaius et les sentences de Paul, à partir des fragments du digeste. Bref, sans entrer dans le détail, en 1532, dans l'atelier de Griffe, Rabelais met à contribution ses compétences à la fois de philologie médicale et de philologie juridique, et il le fait en toute connivence avec ses amis juristes. Et c'est très important parce que c'est aussi pour eux qu'il écrit Pantagruel. Alors, l'exemple ultime de cet engagement de spécialiste de Rabelais comme spécialiste de droit civil est certainement l'avertissement au lecteur d'un traité sur les finances publiques en latin que je propose d'attribuer à Rabelais. Donc, je vous invite à lire ce texte. On a édité comme tel, comme texte de Rabelais dans tout Rabelais. Certaines formulations y sont en latin communes à Pantagruel. Bon, peut-être que je passe là parce que ça nous emmènerait un peu loin. Pantagruel prolonge donc, sous la forme d'une fiction française, les travaux d'éditeur de Rabelais en latin. Son auteur, Rabelais, entend toucher un public tout à fait spécialisé en matière de droit civil comme lui. L'exemple le plus immédiat de cette connivence de juristes est le prologue même du livre, ce morceau de bravoure qui présente Pantagruel dans la continuité éditoriale des chroniques. Dès le début, Rabelais recourt à un clin d'œil pour initier, qui, je crois, nous échappe en partie aujourd'hui. Je cite, et c'est ce que vous avez à l'écran dans l'édition de 1542, « Il y a plus de fruits que par aventure ne pense un tas de gros talvassiers tout croûte levés, c'est-à-dire des fanfarons pleins de croûte, qui entendent beaucoup moins en ces petites joyeusetés que ne fait Raclet en l'institut. » Passage relativement obscur, comme souvent chez Rabelais, si l'on comprend que l'institut désigne les instituta ou institutiones, à savoir les instituts de Justinien, en l'occurrence la partie du corpus justinien conçue pour les étudiants comme un manuel, en plus du code, du digeste et des nouvelles, on s'explique mal pourquoi Rabelais en parle au singulier. L'institut Ménage, au XVIIe siècle, signale que c'est impropre. L'usage n'a d'ailleurs rien de courant au XVIe siècle. Surtout, qui est Raclet? La critique ancienne a voulu identifier derrière ce Raclet un certain Renobertus Racletus, mentionné par Gilbert Cousin 30 ans plus tard
dans une description de Franche-Comté. Mais en est-on sûr? En tout cas, pas moi. Et surtout, quel lecteur pouvait identifier l'intéressé? Quel lecteur, déjà à l'époque de Rabelais? Hormis Tiraco ou Bouchard, dont on a dit que Bouchard avait édité en 1985 les Instituts de Gaius, puisqu'on transmettait le corpus de Justinien, pas grand monde. En somme, ce Rabelais est certainement ce qu'on appellera aujourd'hui une private joke pour un cercle de juristes français. Et il se peut que nous en rations le sel, comme beaucoup de passages qui restent obscurs dans le livre de Rabelais. Ce qu'on peut en dire seulement, c'est que Rabelais joue du sens propre d'un patronyme qui d'ailleurs ressemble au sien, Rabelais, Raclais. Dans la farce du Gaudisseur, une des farces du recueil Tréfrel, les malotrus raclais, ce sont de pauvres pelés, qui vont donc bien avec les talvassiers ou croûtes levées dénoncés dans le prologue. Quant à Maître Piloty Ragdenary, dont on a déjà parlé dans la librairie Saint-Victor, le racleur de denier, docteur en droit, il pourrait partager avec Raclais d'être une sorte de racleur, raquetteur, impénitent. La suite du prologue, qui mentionne l'interprétation judaïque, j'en parle comme les juifs de la loi, à savoir une lecture formaliste de la loi de Moïse, souvent dénoncée chez les juristes, comportait, dans le texte de 1532, ça disparaît dans le texte qui est au programme, dans le texte de 1532, c'est ce que vous avez à l'écran, un autre clin d'œil de juriste. La référence à un brocard de droit, que j'ai souligné, agentes et consentientes, c'est-à-dire ceux qui agissent et ceux qui sont complices doivent être punis de la même peine. Vous voyez sur cette variante, absente de votre texte, un bon article de Gérard Defoe. J'y reviendrai si nécessaire, mais il est clair que le prologue installe immédiatement la connivence juridique dont je parlais, et que cette connivence se poursuit dans tout Pantagruel, au moins pour sa première moitié. Alors je passe à ma deuxième partie. Quel est donc ce terrain de jeu commun dont Rabelais exhibe la maîtrise, en toute connivence avec ses amis et les compagnons lecteurs férus de droit? Ce savoir partagé, avec ses revendications, ses détestations, relève du domaine qu'on baptise désormais l'humanisme juridique. Sur l'humanisme juridique, outre les récents travaux dirigés par Xavier Prévost, qui est ici à Bordeaux, spécialiste d'histoire du droit, et Luigi Sanchi, je vous invite à regarder la vidéo de présentation de son livre, celui de Xavier Prévost, sur Jacques Cujas. Il a réalisé pour Mola une vidéo. En 10 minutes, vous saurez absolument tout ce qu'il faut savoir sur l'humanisme juridique. Donc, je vous le recommande. Xavier explique parfaitement les enjeux complexes de ce phénomène culturel qu'est l'humanisme juridique, le droit étant à considérer comme à l'origine du mouvement humaniste au sens large, par exemple chez Valla. Là où les deux générations de jurisconsultes italiens de la fin du Moyen-Âge, les glossateurs et les commentateurs, XIIe siècle et XIIIe, XIVe siècle, considéraient les compilations justiniennes comme des textes sacrés, en dehors de toute considération historique, les humanistes, de Valla à Alcia, en passant par Paulcien et surtout en France par Budet, s'engagent dans une relecture de la Somme justinienne sur des bases philologiques, en étudiant la latinitas, la latinité du digeste, comme ils le font pour les textes de Cicéron, de Vitruve, d'Ovide ou de Pline, avec les méthodes qui sont celles de l'humanisme encyclopédique. Considérés comme des pans décisifs de la culture antique, digeste, code, institut, novel, qui forment le corpus iuris civilis, sont étudiés dans le détail de leurs expressions, de leurs mots, de leurs implications historiques. Le droit, cette discipline technique est réservée aux praticiens de tout le Moyen-Âge, sort des murs de l'université. Le formalisme dialectique de la dispute pro et contra est critiqué. Ça, c'est quelque chose de très important dans Pantagruel. Pro et contra est une expression qui revient au moins à 2 reprises. Les juristes humanistes entendent expliquer le droit en allant sur le terrain de l'histoire, de la philosophie et de ce que nous nommons aujourd'hui la littérature. C'est assez difficile à comprendre pour nous, aujourd'hui, car nous n'ouvrons jamais une page du digeste en cours de latin. Mais, aurait dit Budet, c'est une grave erreur, et Rabelais et Pantagruel pensaient la même chose. Le chapitre 10 est la mise en fiction militante de cette nouvelle manière de pratiquer le droit, parfois baptisée mos gallicus, manière française, méthode française, pour mos gallicus, iura docendi, méthode française d'enseignement des droits. Par opposition au mos italicus des glossateurs et commentateurs italiens,
dont Pantagruel, dans le chapitre 10, donne une liste remarquable. Accurs, bien sûr, le premier, le maître de tous les autres, rédacteur de la grande glose de digeste, ou glose ordinaire, puis, c'est ce que vous avez à l'écran, Bald, Bartol, de Castro, de Imola, Hippolytus, Panorme, Bertachin, qu'on retrouve d'ailleurs facétieusement dans la généalogie de Pantagruel, Alexandre, Curtius ou encore Sepola. Rabelais se paie même le luxe de faire assister à la scène, à l'épisode de Bescuimven, il fait assister des jurisconsultes contemporains de l'école italienne, Jason de Meno, ou Jasone de Meno, et Filippo Desio, qu'il appelle Jason de Mène et Philippe Dès. Le premier étant mort en 1519, ce qui situerait, si on fait confiance aux dates, mais avec Rabelais il faut toujours un peu se méfier, qui situerait la diésèse avant cette date de 1519. Mais on sait que le trouble chronologique est souvent une des ruses de Rabelais. J'irai vite, mais cette page du chapitre 10, celle que vous avez à l'écran, au discours direct, dans laquelle Pantagruel se fend d'une longue tirade sur la grandeur de la latinité du corpus de Justinien, sur l'ineptie de la disputatio pro et contra, sur l'origine grecque du droit romain de ces mots, sur la nécessité de l'encyclopédie, encyclopædia, sur l'incompétence d'Accurs et de ses disciples. Tout ce morceau d'éloquence érudite et satirique, c'est littéralement du Budet mis en français. C'est théâtralisé avec humour la bataille que Budet mène depuis 1508 et ses annotationes in pandectas, vous avez la page de titre de la première édition à l'écran, annotation en pandecte, pandecte étant le nom grec du digeste, commentaire philologique des 24 premiers livres du digeste, le digeste vieux, ce qu'on appelle le digeste vieux, acte de naissance livresque de l'humanisme juridique à la française. Cette page d'éloquence pantagruéline, dans le chapitre 10, vous le savez, a un avant-coureur dans le livre, une phrase très importante du chapitre 5, elle aussi au discours direct, et ce n'est pas un hasard, c'est toujours Pantagruel qui s'en fait le porte-parole, sur la glose d'Accurs, brodure de merde imposée à, je cite, la belle robe d'or triomphante et précieuse à merveille, que sont les textes des pandectes, que Rabelais cite d'après leur titre grec popularisé par Budet. Cette saisissante antithèse entre merveille du texte ancien et merdure de la glose résume de façon puissante et comique la charge répétée de Budet, depuis les Annotationes jusqu'à son DAC de 1515, contre ceux que Budet nomme les Accursiani, les Accursiens, les disciples d'Accurs, appellation que connaît bien Rabelais, puisqu'il met dans la bouche de Bescu la mention des Baragouins et des Accoursiers, avec un jeu sur Accoursier, client, et Accurs. Voir aussi la mention de la glose accursienne dans la librairie Saint-Victor. En réalité, l'ombre de Budet plane partout sur la première moitié de Pantagruel. Depuis une douzaine d'années, les études de Rabelais en Poitou, le premier humaniste du royaume passait pour un maître idéal aux yeux de Rabelais et de ses amis. En 1521, Rabelais, c'est ce que vous avez à l'écran, lui avait écrit une fameuse lettre, truffée de grec. Pantagruel est la fictionnalisation comique de la propagande budéenne pour la philologie et l'encyclopédie, deux termes clés qui sont des signatures budéennes à l'époque où Budet est à l'apogée de sa gloire en France. Philologie et encyclopédie, lorsque Rabelais fait apparaître pour la première fois dans un texte imprimé en français, encyclopédie, et lorsqu'il fait apparaître le mot philologie dans la tirade en grec de Panurge, ce sont deux signatures qui font signe vers le grand Budet, premier intellectuel et premier humaniste du royaume, à l'apogée de sa gloire en 1532, puisqu'il vient d'obtenir la création du Collège des lecteurs royaux et qu'il vient de publier cette grande somme que sont les commentaires de la langue grecque que vous avez à l'écran. Mirehuchon a souligné que bien d'autres expressions d'un Pantagruel décalquaient Budet en français. Bonne lettre, lettre d'humanité, discipline et autres. Il faudra dire aussi à quel point la récurrence du modèle de Salomon dans Pantagruel, comme juge et philosophe, comme idéal d'un droit, je cite, conféré avec philosophie, c'est Gargantua qui dit ça à Pantagruel, est commune à Budet et à Rabelais. L'erreur même que commet Rabelais en citant la lex posterior de Origine Iuris, la deuxième loi sur l'origine du droit. Digeste, livre 1, titre 2, chapitre 2, paragraphes 3 et 4, en l'attribuant à Ulpien et non à Pomponius, Rabelais commet vraisemblablement une erreur parce qu'il cite de mémoire
serait, selon Michael Scritch, due au souvenir de l'éloge d'Ulpien par Budé. Ulpien, ancien jurisconsulte latin des 2 et 3e siècles. En tout cas, Budé évoque ces paragraphes dans ses Annotationes. Surtout, et vous aurez remarqué l'importance du grec dans Pantagruel, l'insistance sur le grec est un trait de budéisme caractéristique. Budé est en 1532 le premier helléniste de France. Il a fait renaître les études grecques en France, et le dit et le redit dans tous ses livres. Budé, dans les annotations pandectes et surtout dans le DAC, a travaillé à retrouver le grec sous le latin dans les textes de droit. Ces graïka, ces mots grecs, qu'on ne lisait pas dans les écoles italiennes du Moyen-Âge, sont exemplaires de ce qu'est le mos gallicus à partir de Budé. Or, le grec fut l'une des grandes affaires de la vie de Rabelais. Et il faut le prendre au sérieux pour une fois quand il fait dire à Gargantua, je cite, que le grec est la langue sans laquelle c'est honte qu'une personne se dit savant. Ça aussi, c'est du Budé. Pourquoi Budé va plus loin que Valla? Parce que Valla ne savait pas le grec. Cela nous amène à la fameuse lettre du chapitre 8. Cette lettre si célèbre, où le père incite son fils à savoir par cœur les beaux textes de droit civil et les conférer avec philosophie. Autant dire à pratiquer la méthode pluridisciplinaire du philosophe et du philologue Budé. Vous le savez, ou si vous ne le savez pas, il faut le savoir, et malheureusement on le dit trop peu, toute une partie de la lettre de Rabelais n'est autre qu'un décalque d'une lettre de Budé, la lettre à son fils Dreux, publiée en 1519, dans laquelle il expose la différence entre sa génération et la nouvelle génération dans laquelle il est si facile de faire de nouvelles études. Cette lettre avait été publiée dans les mêmes recueils que ceux qui contenaient la lettre de Budé à Rabelais et ses lettres à Pierre Lamy, l'ami franciscain de Rabelais en Poitou. Je m'arrête ici sur Budé, puisque je pourrais vous en dire un peu plus sur Budé. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande ce livre paru il y a peu de temps. Le problème est que ce géant est encore, malgré son importance considérable, un illustre inconnu, assez négligé par la critique. Les Annotationes in Pandectas, les annotations en pandectes, ce livre somme, n'a jamais été traduit. C'est ce qui explique aussi que la critique rabelaisienne du XXe siècle a systématiquement minimisé l'importance du premier humaniste de France, sous François Ier. Vous me direz, Budé n'est jamais cité dans Pantagruel. Rien d'étonnant. Les contemporains, hormis amis ou cibles, n'apparaissent jamais en leur nom chez Rabelais. Même chose pour Erasme, si important, même chose pour More. Mais les contemporains jouissaient de la pratique allusive et des clins d'œil à ces géants de l'humanisme. Ils le reconnaissaient partout. Dernier clin d'œil à Budé, moins évident peut-être, Thomaste. Qui est ce Thomaste l'anglais? Un avatar de Thomas More, l'auteur d'Utopia, peut-être, ce qui annoncerait la suite, avec Voyage en Utopie, chez les Amorotes. Mais on oublie parfois que c'est Budé, encore lui, qui a assuré la réception de l'Utopie en France, en rédigeant une lettre préface, décisive pour la 2e édition du livre paru à Paris. Dans cette lettre, il insiste sur l'importance de cette fiction dans le domaine juridique, comme réponse aux abus contemporains, notamment en matière de droit. Or, cette lettre est adressée à Thomas Lupset, lui-même ami de Thomas More, et elle mentionne un autre Thomas, Thomas Linacre, médecin des mêmes cercles humanistes anglais. À lire cette lettre, on a l'impression que tous les humanistes anglais s'appellent Thomas. Un coup de baguette magique grecque, et hop, Thomas devient Thomaste, l'admirable. Erasme, More, Budé étaient coups du pied de ces jeux d'hellénisation de leurs noms. Vous aurez remarqué que tous les compagnons de Pantagruel ont des noms grecs, de Panurge à Épistémon. Et que la lettre, elle aussi budéenne, la lettre de Gargantua à Pantagruel, est signée d'Utopie. Alors, 3e partie, la méthode budéenne, et je vais aller plus vite. Celle que relaie Pantagruel est la suivante. Le philologue, qui connaît les langues anciennes, est le seul spécialiste à même de comprendre l'ancienne jurisprudence. C'est en comprenant le sens des mots et leurs implications historiques qu'on pourra interpréter le droit et donc rendre la justice. Le droit, c'est finalement une école de lecture. Les annotations pandectes consistent en une suite de fiches lexicographiques avec des lieux parallèles pris chez les auteurs, parfois entrecoupés de digressions. Dans les annotations, Budé s'en prend souvent à la glosse d'Akurs,
Accurste est un brave homme sans doute, mais, je cite, il ne lut jamais ni les poètes, ni les orateurs, ni les autres auteurs latins. Partant, il se trompe sur le sens des mots. Exemple, chez Budé, celle-là, le mot celle-là, en latin, qu'Accurste comprend comme s'il s'agissait de la selle qui permet de monter à cheval, alors que le mot ancien pour selle est effipium. Celle-là, chez les Romains, c'est la chaise à porteur. C'est peut-être en ayant à l'esprit cet exemple que Rabelais, à Saint-Victor, se moque d'Albéric de Rosate, c'est ce que vous avez à l'écran, juriste italien du XIVe siècle, auteur de commentaires et d'un dictionnaire très en vogue, utilisé beaucoup dans le tiers-livre notamment, dictionnaire juridique. Le titre factice de son livre est De calcaribus removendis decades undecim, autant dire 11 décades sur la manière d'enlever ses éperons. Alors, je vais essayer de montrer à quel point l'érudition juridique de Rabelais est pointue. Pour comprendre la boutade, et je crois que ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant dans la critique rabelaisienne, il faut ouvrir justement le dictionnaire d'Albéric de Rosate. On y lit, voilà ce que vous trouvez chez Albéric de Rosate, au mot calcaria, la reconduction fautive d'une glose d'Accurse, au digeste 48, 19, 8, 10. Calcaria, je traduis, façon de fouler la terre pour construire un mur. Or, calcaria, les humanistes le savaient, n'a rien à voir avec calcaré, piétiner, marcher. Mais calcaria signifie four à chaud, dans le digeste. Les humanistes, Beroaldo, Nebrira, avaient déjà pointé l'énormité. Rabelais met son grain de sel. Il remplace calcaria par calcar, calcaris, qui fait calcaria au pluriel, c'est neutre, les éperons, et le tour est joué. De là, le domaine équestre et la bourde sur la marche à pied entraînent le titre suivant, des castram etendis crinibus, de camper les crins en quatre. Bref, Rabelais répond à l'erreur d'Albéric de Rosate sur l'entente du mot calcaria, en feignant d'utiliser une autre forme de calcaria, le neutre pluriel des éperons. Bon, c'est l'humanisme juridique qui procède par allusion moqueuse. C'est de la création d'énigmes érudites sur les bases méthodologiques des annotationes budéennes. Alors, qui pouvait comprendre ce type d'allusion? J'ai l'impression que ça ne vous fait pas beaucoup rire non plus. Moi, ça me fait beaucoup rire. Mais imaginez, quel est le lecteur que vise Rabelais? Rabelais ne fait pas que décalquer Budé en français. Il lui donne le sourire, qui est assez rare chez Budé, sinon grinçant. Il pousse la question philologique de l'interprétation dans ses plus drôles et difficiles retranchements. Le procès de Bescu et Huven est un cas limite de textualité juridique. Les paroles vives du plaignant et de l'accusé ne font pas sens, bien que leurs mots, séparés les uns des autres, soient susceptibles d'interprétation isolée, avec tous les problèmes que posent la polysémie et l'ambiguïté. Est-ce qu'il s'agit de pointer les limites de la méthode lexicographique de Budé, qui procède par explication des mots séparés, ou au moins de faire semblant? Il y a là, assurément, une manière aussi subtile que caricaturale de faire l'expérience par la fiction de la question de l'interprétation en droit. Comment les mots signifient-ils? Peut-on se pénétrer de la sententia des deux parties quand les mots qu'ils emploient paraissent relever d'isotopies incompatibles, de réseaux de significations contradictoires? C'est précisément à l'époque de Budé et d'Alcia que les juristes humanistes s'interrogent sur les linéaments de ce qui pourrait être une théorie de la signification en matière juridique. Car par excellence, la question de la signification est, à la Renaissance, une question de droit. Il n'est pas anodin qu'après avoir poussé le cas juridique jusqu'aux limites du sens avec Bescu et Muven, Rabelais en fournisse le pendant silencieux, la disputation de Panurge et de Thomas. Alors vous me direz, quel rapport avec le droit? Eh bien tout ou presque. Dans le silence de la gesticulation, les lecteurs férus de jurisprudence retrouvaient une anecdote historique rapportée par Accurse, toujours lui, dans sa grande glose. Alors je vous ai mis l'exemple de ce qu'est un digeste glosé. Alors là, on est en 1548, donc c'est en caractère romain, c'est plus facile pour nous. Donc vous avez au milieu le texte du digeste, et autour, ce que Rabelais appelle la brodure de merde, c'est-à-dire la glose d'Accurse. Alors, l'objet du délit est dans la glose au mot constitui, qui se trouve à droite. Et cette glose se trouve précisément dans ce deuxième titre du premier livre du digeste, De Origine Iuris, qui est mentionné au chapitre 10. Donc, comme souvent, Rabelais va donner la clé de l'énigme à un autre endroit de son corpus. C'est un classique chez Rabelais, j'aurai d'autres exemples. Accurse raconte la chose suivante, alors je résume.
C'est ce que vous avez dans la glose constituée, donc je traduis. Les Grecs envoyèrent à Rome un certain sage pour savoir si les Romains étaient dignes de recevoir les lois. Quand il arriva à Rome, les Romains choisirent un homme stupide, Stultus, un simple d'esprit, pour discuter avec le Grec. Ainsi, s'il perdait dans la confrontation, ce ne serait qu'une moquerie pour les Grecs. Le sage grec commença à discuter par signes. Il leva un doigt, signifiant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le stupide, croyant qu'il voulait lui crever un œil, leva deux doigts, et avec eux le pouce, comme il arrive naturellement, comme s'il voulait lui crever les deux yeux. Le grec, lui, crut qu'il montrait la Trinité. Ensuite, le grec montra la main ouverte. C'est tout ce qu'on lit dans la glose d'Accios. Le grec montra la main ouverte, comme pour signifier que tout est pur et ouvert devant Dieu. Le stupide, craignant de recevoir une gifle, le voit le poing fermé, comme s'il allait riposter. Le grec comprit que Dieu enferme tout dans sa main. Ainsi, croyant les Romains dignes de loi, il repartit et fit en sorte que des lois soient accordées à ces sages dans les cités d'Athènes et de Lacédémie. Bon, évidemment, lorsqu'on a cet arrière-plan juridique en tête, c'est le début du digeste, la confrontation entre Thomas et Panurge est infiniment plus drôle et se charge d'un sens allégorique supérieur, un sens juridique. Ce qu'a rejoué Rabelais dans cette pantomime, c'est rien de moins que l'origine du droit, telle que la transmettait la glose. Origine du droit que Pantagruel invitait quelques chapitres plus tôt, ventriloqué par Budet, à retrouver. Michael Strich l'avait signalé après les commentateurs anciens de Rabelais, mais la critique récente ne s'est jamais emparée de cette réécriture de la glose par Rabelais. Cela notamment parce que nous ne lisons plus Accurs. Nous ne lisons même plus le digeste. Mais la plupart des éditions du digeste, à l'époque de Rabelais, elles étaient en caractère gothique, à l'époque de Pantagruel, se présentaient entourées de la grande glose, cette brodure de merde dont parle Pantagruel. Brodure dont les délires, ou réputés-elles par les humanistes, étaient susceptibles de nourrir une fiction comique. Rabelais, finalement, a brodé sur la brodure. Par sa fiction française, Rabelais répondait à cette pseudo-anecdote historique, pour laquelle Accurs avait été ridiculisé, encore une fois, par les juristes humanistes. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que, bien sûr, Budet, encore lui, avait évoqué ce passage dans ses annotations en Pandec. Les lecteurs, frottés de droit, le savaient. Ils trouvaient l'anecdote au tout début du digeste. Et il est certain que la disputation de Panurge et de Thomas est la prolongation de celle de Bescu et Humven par d'autres moyens. Un geste signifie-t-il comme un mot, mieux qu'un mot, ou prélude-t-il à autant de quiproquos? Là encore, Thomas semble avoir compris le haut savoir de Panurge. Il n'y a guère que dans la fiction rabelaisienne, cette expérience de droit chimérique, que les controverses incompréhensibles finissent bien et dans la conciliation. Alors je conclus. Merveille que cette comédie qui interroge à la fois l'origine présumée du droit et ses fins dernières en matière de signification. La fiction de Rabelais est une expérience limite, une expérience de pensée et de langage qui résout des questions insolubles par le rire et le savoir-rire, le rire-savoir. La fiction rabelaisienne est une réflexion sur la méthode d'interprétation qui impose elle-même sa jurisprudence. Si vous voulez y comprendre Goutte, il faut prendre Rabelais au mot et lire les livres qu'il a lus. Le lire dans son contexte historique. À ce propos, un peu de publicité, dans quelques semaines paraîtra en librairie un livre de Mireille Huchon intitulé Rabelais prise au mot. Ce sont un peu des annotations, des annotationes in Pantagruelem, comme celle de Budet, mais les Pandectes de Mireille sont le texte de Rabelais. Il y a donc dans Pantagruel à la fois la théorie et la pratique en matière d'interprétation. Cette interprétation est fondamentalement, pour les hommes de la Renaissance, une question juridique. La réflexion rabelaisienne sur le droit et l'interprétation en droit, l'interprétation juste, est allégorique du fonctionnement même de la lecture des livres de Rabelais. Pour comprendre Pantagruel, il y faut le recours à une sorte de mos gallicus de la part d'un diligent lecteur qui ne sera pas dupe des ruses d'Alcofribas, mais qui fera confiance à la matière même des mots de Rabelais. Alors, je conclue avec le texte de Rabelais lui-même. Dernier exemple, et je reviens au prologue. Vous connaissez cette phrase, car ne croyez, si ne vous les errez à votre escient, que j'en parle comme les juifs de la loi. Je ne suis né en telle planète, etc. À la première lecture, on comprend mal le lien entre la loi de Moïse et la planète, rejetée par celui qui se présente comme l'auteur. Mais un helléniste, comme Budet, sait que planétès, la planète, c'est l'astre errant, car errer, en grec, cela se dit planein. La langue grecque, c'est assurément celle sans laquelle c'est honte qu'une personne se dise savant, selon Rabelais et Gargantua, c'est-à-dire aussi
selon le juriste helléniste Budé. Et si vous n'aviez pas compris, Rabelais diffère la solution de sa devinette d'helléniste en parlant au premier chapitre du firmament dit aplane, c'est-à-dire qui ne devrait pas errer ou trembler s'il n'y avait pas eu l'anomalie du mouvement de trépidation. Lire juste, interpréter selon le droit et la justice, c'est ne pas s'en tenir à un formalisme superficiel, mais voir ce que veulent dire vraiment les mots. Même quand Alcofribas semble errer, Rabelais tient le cap de l'exactitude érudite et multiplie les clins d'œil. Il compte sur un lecteur prêt à l'enquête savante, féru d'histoire et de philologie. C'est la leçon de l'humanisme juridique, et Rabelais la réinvente, il la réinvente de manière absolument inouïe. Merci.